Mesdames et Messieurs les parlementaires, président du Conseil régional, Monsieur le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, Mesdames et Messieurs les présidents, chers amis, à l'heure où les céréaliers sont dans une crise profonde, et ce depuis 5 ans, le ministre a décliné sa venue à notre congrès au motif qu'il serait retenu par une réunion soi-disant importante avec le Premier ministre. Alors, à quoi bon être ministre quand on ne vient pas à la rencontre des agriculteurs et qu'on ne les soutient pas? Après le mépris de l'Union européenne l'année dernière, suite à la récolte catastrophique que nous avions vécue, et où Bruxelles n'a pas jugé nécessaire de lever le petit doigt pour nous aider. Voilà cette année notre ministre qui ne participe pas à nos travaux. Par son absence, le gouvernement nous donne le sentiment d'abandon des producteurs de céréales à paille, mais aussi de l'ensemble des représentants de la filière, de la collecte à la première transformation. Mais que sait-il de notre filière, structurée et organisée depuis plusieurs décennies et qui permet à la France d'être le 4e exportateur mondial de blé avec 1 tonne sur 2 exportée, et le premier producteur européen de céréales à paille et de maïs grâce à une production annuelle moyenne de 70 millions de tonnes. Le ministre a-t-il conscience que le secteur céréalier est une richesse pour notre économie? 9 milliards d'euros d'excédent commercial tous les ans. Nous sommes ainsi le 4e poste de cette balance commerciale, avec 450 000 emplois aussi, répartis sur l'ensemble des départements. Notre filière contribue ainsi à l'attractivité et au dynamisme de notre territoire, et ce n'est pas rien. Néanmoins, depuis plusieurs années, notre secteur souffre. Nous traversons probablement une des crises les plus graves de notre histoire. Celle-ci est malheureusement multifactorielle, avec les conditions climatiques, bien entendu, avec la hausse des charges, avec la concurrence accrue des pays notamment du Mer Noire et des prix de marché historiquement bas. Mais qui a vraiment conscience de cette réalité? Tant les clichés sur les céréaliers sont ancrés, certainement pas notre ministre, en tout cas, sinon il serait venu à Dijon. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement d'Édouard Philippe, celui-ci a certes été au travail, mais malheureusement, les mesures prises dans le domaine agricole jusqu'à présent sont défavorables et pénalisantes pour notre filière. Je fais principalement référence au nouveau transfert des aides du premier pilier vers le second, le retour en arrière des cotisations MSA ou encore le fameux feuilleton sur le glyphosate. Avec celle-ci, le ministre a mis les producteurs dans l'incompréhension et le désarroi le plus complet. Pourquoi avoir adopté des mesures qui vont en rebours des impératifs de la compétitivité des producteurs? Cependant, en tant que chef d'entreprise, responsable et optimiste, nous pensons qu'il est possible de redresser la barre et, comme nous le disons, de changer de paradigme. En ce sens, et parce que nous avons toujours été force de proposition, réunis hier en Assemblée générale, la GPB a défini sa feuille de route, destinée notamment à redonner des perspectives aux producteurs. Cette feuille de route, le ministre en connaît les grandes lignes, puisque je la lui ai présentée il y a moins de 10 jours, et que nous attendions des réponses aujourd'hui. Très tôt à la GPB, nous avons pris conscience que nous ne sommes force que lorsque nous sommes unis, organisés et structurés. Aussi, nous ne pouvions que souscrire à la volonté du président de la République qui a souhaité, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, renforcer les filières. C'est donc dans cet esprit que nous avons participé effectivement aux différents ateliers des États généraux d'alimentation et que nous avons collectivement élaboré notre plan de filière. Comme vous le savez, notre réalité économique, c'est le marché mondial. Les prix directeurs sont donc les prix mondiaux et la priorité des producteurs n'est donc pas d'exercer une vaine influence sur la formation des prix, mais d'agir plutôt dans 3 directions complémentaires. Atteindre l'équilibre économique en adaptant nos coûts de production, répondre aux attentes de nos clients, dont on a beaucoup parlé ce matin, qu'ils soient français ou internationaux, et se prémunir contre les effets de la volatilité des prix et des aléas climatiques. Produire plus, produire mieux, telle est notre ambition.
À la GPB, nous défendons un modèle d'agriculture compétitif, de production et respectueux de l'environnement, et ceci dans une dynamique de filière forte. En ce sens, dans le cadre du plan de transformation de la filière que nous avons remis au ministre, de nombreux engagements ont été pris, parmi lesquels ceux de progresser sur les enjeux identifiés comme l'usage des phytos, le taux de protéines des céréales, le niveau d'impureté, l'utilisation d'insecticides de stockage. D'amélioration de la segmentation de l'offre pour une meilleure valorisation, de rester compétitif en identifiant les verrous à tous les niveaux de la filière de façon à gagner, et ceci dans un laps de temps assez court, 15 € la tonne. Mais aussi de développer la bioéconomie et l'économie circulaire. Nous serons moteurs pour répondre aux besoins des différents marchés et vigilants pour assurer un partage de la valeur, notamment sur les filières premium ou haut de gamme, qui représentent déjà 17% des céréales destinées à l'alimentation humaine nationale. Toutefois, ces marchés restent limités en volume dans la filière, avec seulement 2% des céréales collectées en France. C'est pourquoi, même si ces filières doivent poursuivre leur développement, elles ne peuvent constituer à elles seules la principale orientation de la production française. Rappelons encore que nous exportons la moitié de notre production et que c'est une chance pour notre pays et non pas une charge. Croire le contraire serait une faute morale et politique. Derrière l'export, ne l'oublions pas, il y a le revenu des producteurs, mais aussi des enjeux géopolitiques et de sécurité alimentaire. Notre ambition de produire plus, produire mieux n'est pas vaine, elle est impérieuse et nous devons pouvoir la poursuivre. Vous le savez tous ici, les États généraux d'alimentation et leur traduction législative ne constituent pas la réponse à la situation économique des producteurs de céréales. Nous aussi, nous aurions bien voulu ne pas pouvoir vendre nos céréales en dessous de notre prix de revient, mais pour cela, il faudrait aujourd'hui plus que doubler nos aides par hectare. Il va donc nous falloir imaginer collectivement des solutions et des perspectives pour redonner de l'espoir et de la visibilité aux producteurs. Surtout après une année noire comme celle de 2016, qui succédait déjà à 3 années difficiles. La moisson 2017, dont a parlé Christiane, finalement est très hétérogène, et donc elle ne permet malheureusement pas à nos exploitations de pouvoir compenser les pertes que nous avons l'année dernière. Et compte tenu des prix, avec les premières estimations que nous avons faites sur la récolte 2017, nous aurons 40% encore, je dis encore 40% des exploitations qui seront sans revenus sur l'année 2017, et ceci n'est absolument plus durable. Et de mémoire d'agriculteurs, je crois que nous n'avons jamais connu de situation économique aussi difficile et pareil climat sur le terrain. Christiane en est, elle aussi, également témoin chaque jour. Il y a donc urgence à accompagner les exploitants, car ils n'auront pas seuls la capacité de se relever de ces années calamiteuses. Première mesure simple, nous sollicitons le maintien sur cette campagne du dispositif d'urgence mis en place en 2016, ainsi que la mobilisation des moyens en conséquence. En effet, il y aura encore des cas très difficiles cette année qu'il conviendra d'accompagner. Une part importante des producteurs en situation délicate se concentre dans les zones dites intermédiaires, dont la Côte d'Or fait partie. C'est donc une des raisons pour lesquelles nous avons tenu à ce que notre congrès se déroule ici cette année à Dijon. Dans les zones intermédiaires, les écarts de performance s'accroissent et plus de la moitié des producteurs ne dégagent plus de revenus depuis plusieurs campagnes. Ils ont par ailleurs des soutiens très inférieurs à la moyenne nationale, mais aussi à la moyenne européenne. Nombre d'entre vous présents aujourd'hui dans cette salle peuvent en témoigner. S'il est largement reconnu que la situation de ces zones intermédiaires est un véritable sujet de préoccupation, force est de constater l'absence de propositions concrètes pour en sortir. Cette situation ne peut plus durer. Il est donc impératif de réfléchir aux mesures d'adaptation, d'accompagnement et de soutien spécifique et d'investissement qui devront être mises en œuvre à destination de ces zones à court, moyen et long terme. À cet égard, et Christian vient d'en parler, il est incompréhensible que la France n'arrive pas à stabiliser le contour de ces zones dans la nouvelle cartographie des zones défavorisées. J'ai demandé au ministre
d'agir en ce sens. Parallèlement, j'ai demandé la mise en place d'une mission officielle dont l'objectif sera d'identifier les causes de cette dégradation et de formuler des recommandations afin de rapidement faire progresser ce dossier. J'attends là aussi la réponse du ministre sur cette proposition. Autre sujet de préoccupation majeur pour les agriculteurs, c'est la déclinaison de la PAC actuelle et les réflexions quant à son devenir. Profondément attachés à l'Union européenne et malgré toutes les critiques dont la PAC peut faire l'objet, nous sommes conscients de tout ce qu'elle apporte à l'agriculture et de tout ce qu'elle doit continuer à lui apporter au service des producteurs et des consommateurs. Cependant, cette PAC, il faut la renforcer, l'adapter et lui conserver son caractère commun, comme l'a dit ce matin Paolo de Castro. La PAC doit rester bâtie sur un premier pilier fort, avec un budget maintenu. Les autorités européennes doivent aussi et surtout mettre un terme aux velléités de renationalisation des États membres. Cette renationalisation, cet excès de subsidiarité dont la France est malheureusement coutumière, sont source de distorsion de concurrence pour les producteurs. Et les décisions continues de réorientation des aides d'un secteur vers l'autre, d'un pilier vers l'autre, aboutissent à la situation qu'il y a une perte totale de réalité sur les équilibres entre filières chez nous. Alors que les producteurs de grandes cultures sont déjà confrontés à des contraintes de production plus fortes et à des soutiens plus faibles que certains de leurs concurrents européens, on voudrait encore en rajouter. Ce n'est plus acceptable. Revenons à la raison, arrêtons de nous mettre des boulets aux pieds. Les paiements directs sont indispensables à la survie économique des exploitations dans un marché largement ouvert et fortement concurrentiel. Et contrairement aux idées reçues, les céréaliers spécialisés ne perçoivent que 20% des aides, et rien sur les PCAE, rien sur les MAE. Aussi, face à la baisse des revenus et à la nécessité de maintenir notre compétitivité, nous ne pouvons plus tolérer de quelconque distorsion de concurrence. Les choix successifs de la France de redistribution des aides, toujours au détriment des céréaliers, aboutissent aujourd'hui à des différences de compétitivité inacceptables, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos amis allemands, dont l'avantage peut aller jusqu'à 100 € l'hectare. Résultat, la France décroche pendant que nos principaux concurrents gagnent des parts de marché. Il faut réagir et vite. Pour cela, il faut définir un objectif d'aide plancher par hectare fixé au niveau de la moyenne européenne des aides des céréaliers, actuellement à 250 €. C'est aujourd'hui une question de survie et de justice économique dans un marché unique. Il faut dès à présent engager une réflexion mobilisant l'ensemble des outils pour trouver des solutions, comme par exemple revenir sur le montant de la prime redistributive à partir du 1er août 2018 et le ramener à 5%. Il faut aussi examiner les possibilités éventuellement de dotation de réserve ou d'autres outils et accompagner nos exploitations dans une phase d'investissement indispensable pour répondre à la demande de la transition. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous demandons simplement de nous mettre en situation de dégager un revenu et de nous aligner sur nos concurrents pour nous permettre de rester compétitifs. Depuis des décennies, notre secteur a largement contribué à la redistribution des aides vers d'autres secteurs. Cela suffit. Les filières grandes cultures ne peuvent pas continuer à être considérées comme les banquiers du système. C'est terminé. Enfin, s'agissant de la future PAC, nous sommes fermement opposés au projet de la Commission européenne qui propose que chaque État membre définisse lui-même les règles d'attribution et de gestion des soutiens directs et du développement rural. En proposant de telles orientations, c'est tout l'esprit initial de la PAC qui sera remis en question. Nous n'en sommes qu'au stade des propositions, certes, au niveau de la négociation. Il est encore temps de réagir et d'agir. Concernant les distorsions de concurrence, la surtransposition reste également un véritable sujet de préoccupation. Malgré les engagements
du président de la République, refusant une politique de suradministration et de surtransposition, le projet de loi droit à l'erreur ne reprend pourtant que très peu des demandes formulées par la profession agricole. Le président de la République a annoncé les réactivations du comité de rénovation des normes, ce qu'on appelle le CORENA. Il est plus que temps de se remettre au travail. Sur ce sujet de surtransposition, il faut, comme le prévoit le règlement Omnibus, que nous puissions fixer nous-mêmes les dates de présence des SIE culture déroblée en 2018, sans attendre 2019, et ne pas se les voir imposer. Si ces dates étaient imposées cette année aux agriculteurs, cela se traduirait par la mise en place de milliers d'hectares de jachères supplémentaires, car il faudra bien trouver des solutions. Les producteurs n'ont vraiment pas besoin de cela en ce moment. L'ouverture des produits de grande culture aux marchés mondiaux, le démantèlement de fait des outils européens de marché pour les céréales, la volatilité croissante du climat et des prix mettent les producteurs dans une situation inédite depuis la création de la PAC. Atteindre l'équilibre économique en année moyenne, ça ne suffit plus. Il faut maintenant être capable de résister à des baisses importantes de chiffre d'affaires pendant plusieurs années. Nous en avons bien conscience. Aussi, face à cette nécessité d'améliorer la résilience de nos entreprises aux différents aléas, au-delà de nos propres actions, des mesures de court terme peuvent être décidées par le gouvernement. Nous les avons expertisées. D'abord, et Christiane en a parlé, de la mise en place de cette fameuse épargne de précaution, qui est une promesse du président de la République pendant sa campagne. À la place, on nous dit, attendez, il va y avoir une énième mission parlementaire sur la fiscalité agricole. On peut toujours craindre quand il y a de nouvelles missions comme ça, avec une entrée en vigueur en janvier 2019. Pourtant, il y a déjà eu une mission parlementaire identique en 2014 et 2015, et qu'elle a conclu justement, cette mission, à la nécessité de l'urgence de refonder le système de mécanisme actuel pour la déduction pour aléas, encore du temps perdu. Autre outil de gestion des risques, celui que vous connaissez bien sûr, c'est la mise en place d'un système d'assurance climatique efficient, et le règlement Omnibus prévoit une amélioration substantielle du dispositif des assurances climatiques. Sous notre impulsion, le seuil de perte minimale pour le déclenchement des assurances subventionnées a donc été abaissé de 30 à 20%. C'est une avancée notable qui permet de lever des verrous identifiés. Cette amélioration, cependant, doit dès maintenant être mise en œuvre au plus vite au niveau national. Sans transfert P1, P2, nous avons déjà donné durant l'été dernier le transfert P1, P2. Il est hors de question d'y revenir. Donc ça se fera sans transfert P1, P2. De même, le nouveau règlement Omnibus propose de rendre plus opérationnels les fonds mutuels sectoriels de stabilisation des revenus. Nous poursuivons nos travaux d'expertise sur ce sujet, sur l'efficacité économique de ce système et sur la compatibilité de leur financement avec les budgets PAC et nationaux aussi, et ceci tend toujours un objectif de garder des paiements directs forts. Voici des mesures simples, efficaces, utiles pour les producteurs. Nous attendons là aussi des réponses. Enfin, je ne serais pas complet si je n'évoquais pas la nécessité d'adapter nos systèmes de production pour répondre aux attentes sociétales. Si nous vivons difficilement la remise en cause permanente de l'exercice de notre métier, nous sommes parfaitement conscients pour autant de l'importance de pouvoir adapter nos systèmes de production. Mais nous l'affirmons aujourd'hui haut et fort et nous le martèlerons sans cesse. Nous avons le modèle de production le plus sûr au monde. Notre alimentation est saine. Nos céréales sont une richesse régionale et nationale. Alors cessons de caricaturer et de stigmatiser les producteurs sur l'usage que nous faisons des produits phytosanitaires. En la matière, beaucoup a déjà été fait par notre filière. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 20 ans, leur usage a baissé de 50% et le nombre de molécules autorisées a été réduit des 2/3. Des efforts considérables sont engagés depuis de nombreuses années grâce à la mobilisation d'Arvalis, tant dans la réduction des produits utilisés que sur les pratiques agricoles, sans que rien ne soit valorisé ou reconnu par l'opinion publique, ni manifestement par les pouvoirs publics. Aussi, nous attendons beaucoup de la concertation
qui vient d'être lancé sur le plan d'action sur les produits phytopharmaceutiques pour retrouver un cadre stable et dépassionné sur ce sujet. Nous sommes responsables, nous aimons notre métier qui est de nourrir les hommes et non de les empoisonner. Et j'insiste sur un point capital, on ne peut pas supprimer des possibilités de traitement sans solution alternative crédible, sans se préoccuper des conséquences économiques et des distorsions de concurrence au sein même d'un marché unique et penser qu'ainsi ne passera rien. Le risque pourrait être que bientôt nous ne produirons plus suffisamment et que les consommateurs achèteront des produits qui seront importés, bien entendu, de pays qui autorisent ces mêmes substances, elles, interdites en France. Alors revenons au bon sens. Les débats doivent retrouver de la sérénité et les décisions doivent être basées sur la science et non sur l'idéologie. Le dossier glyphosate en est la caricature. Les agences sanitaires ont confirmé son innocuité dans les conditions d'utilisation prescrites, bien sûr. L'impact économique de son interdiction est estimé par Arvalis à 1 milliard d'euros par an sur les producteurs grandes cultures. C'est le retour au labour, bon, pour ceux qui avaient arrêté, la remise en cause de l'objectif des 4 pour 1000 dans le cadre de la COP 21, voilà. Et le rapport, pourtant, on a un rapport de l'INRA, qui confirme l'absence de solution simple et applicable rapidement. Comment peut-on envisager raisonnablement alors de sortir du glyphosate en 3 ans? Quelle solution attend-nous proposer? Car aujourd'hui, nous n'en avons aucune. La semaine dernière, la feuille de route sur les phytosanitaires a été présentée. Nous avons noté positivement l'approche proposée par le gouvernement de privilégier le respect de la réglementation communautaire et de s'appuyer sur une démarche de recherche d'alternatives plutôt que d'interdiction. En revanche, compte tenu de la situation des exploitations, nous ne pouvons pas tolérer que les producteurs subissent de nouvelles taxes. Je fais bien sûr référence à ce qu'a dit aussi Christian tout à l'heure, dans le cas de la séparation de vente et de conseil, qui débouchera sur un conseil indépendant, à la charge de qui, devinez, et à l'augmentation de la redevance pour pollution diffuse, qui aurait pour vocation de financer la conversion en bio. C'est vraiment du n'importe quoi. Et là, les producteurs ne peuvent plus supporter de nouvelles taxes, surtout pour de telles destinations. Parfaitement conscients des attentes sociétales, nous sommes prêts à relever ce défi et à nous engager sur une trajectoire de progrès visant à réduire les risques et les impacts des produits phytosanitaires, mais il nous faut des délais raisonnables afin de pouvoir concilier nos objectifs de production, de compétitivité et de protection des plantes. Si dans un premier temps, il est envisageable d'optimiser l'utilisation des outils disponibles, les solutions de substitution passeront par des innovations en matière de numérique, de robotique, de génétique, de biocontrôle et bien sûr d'agronomie. C'est tout le sens des contrats de solutions initiés par l'ensemble des acteurs du monde agricole sous l'égide de la FNSEA. Pour cela, il faut aborder cette phase de transition de manière pragmatique, définir des priorités, mobiliser la recherche et le développement, bâtir des échéanciers et cibler les aides à l'investissement pour accompagner les agriculteurs. Ces aides à l'investissement doivent impérativement pouvoir bénéficier de l'enveloppe des 5 milliards annoncée par le président de la République. Alors si tout le monde en a besoin, nous, encore plus que les autres. Cette démarche ambitieuse implique d'évoluer dans un climat de concertation et un environnement stable pour déployer une stratégie et des investissements dont le coût est chiffré à plus de 10 milliards d'euros pour les producteurs des grandes cultures dans un laps de temps adapté à chacune des propositions. Mais pour cela, nous devons retrouver la liberté d'entreprendre et regagner en compétitivité. Il nous faut aussi trouver de la confiance. La confiance plutôt que la défiance, comme l'a rappelé le Premier ministre. Mais aujourd'hui, sur ce point, ne sommes-nous pas en droit de nous interroger? Nous sommes des acteurs responsables et engagés dans des démarches volontaires. Nous avons entendu le message du président de la République sur la nécessité de se prendre en main. Nous l'avons fait dans le plan de transformation de la filière. La réponse nécessite un effort collectif de la filière sur tous les postes
pour une plus grande efficience de l'ensemble, mais cela suppose également un soutien fort de l'État pour actionner les bons leviers et les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais à qui doit-on s'adresser? L'absence du ministre aujourd'hui ne change en rien la détermination que nous avons à la GPB pour rendre opérationnelle notre feuille de route. Nous savons où nous voulons aller avec le produire plus, produire mieux, mais tout cela ne se fera pas sans revenus, c'est-à-dire sans compétitivité sur nos exploitations. Le moral des céréaliers est au plus bas dans nombre d'exploitations, et s'il y a des drames, des faillites, le ministre aura aussi sa part de responsabilité. Chers amis, le congrès se termine. Je vous demande, en rentrant dans vos départements, de prendre contact avec vos parlementaires pour leur faire prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes et des mesures qui s'imposent. Je demande aussi à tous les acteurs de la filière d'avoir les mêmes démarches pour qu'ensemble nous puissions avancer. Car c'est toute la filière qui est en danger et que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Même si d'après les médias, le président de la République a fait preuve de son attachement aux paysans et à leur travail la semaine dernière à l'occasion de ses vœux au monde agricole, alors de deux choses l'une, où ce message n'est pas parvenu à certains membres du gouvernement, où nous, les céréaliers, nous ne sommes pas considérés comme des paysans. À moins que notre ministre craigne de venir à la rencontre des grandes cultures, vu son désintéressement au congrès de la GPM, de la FOP, de la CGB et maintenant des céréaliers. Mais il est clair que nous devons avant tout compter sur nous-mêmes. Comme vous avez pu le constater tout au long de ce congrès, nous restons force de proposition, nous portons une véritable ambition partagée par l'ensemble des acteurs de la filière. Oui, il va falloir bouger, oui, il y a des solutions et des perspectives, la GPB sera au rendez-vous, à vos côtés, pour défendre les producteurs. Vous avez aussi peut-être remarqué que les quatre grandes AS, grandes cultures, travaillent ensemble. Il ne s'agit pas de refaire au Rama. Il s'agit de partager ensemble les grands dossiers. Nous avons commencé d'ailleurs à le faire sur le dossier de la future PAC, mais aussi dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Notre volonté est d'aller encore plus loin en 2018, la situation de l'ensemble des grandes cultures étant très difficile pour tous. Les défis sont grands, mais tous ensemble, nous les relèverons. Henry Ford disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Mesdames, Messieurs, chers amis, merci de votre présence nombreuse à notre congrès. Un grand merci encore à la Fédération 21 de Côte d'Or. Merci à ses équipes. Merci à nos partenaires. Et le combat reste de vigueur, que ce soit à Paris ou sur le terrain. Nous vous souhaitons bonne route, bon retour. Mais pour ce faire avant, il est prévu quand même de pouvoir se substancer au rez-de-chaussée, dans une grande salle. Voilà. Quand même, on ne vous a quand même pas oublié. Merci de votre patience. Merci surtout d'être venu soutenir toute l'équipe AGPB, voilà, qui nous redonne encore davantage de pêche pour l'année 2018. Un grand merci à tous.